Bienvenue dans La Causerie, le média qui fait causer. Chaque semaine, des interviews pour mieux comprendre la France dans laquelle on vit. Ici, pas de tabou, on se dit tout, le ton est direct mais chaleureux, on discute, on refait le monde. Bienvenue dans La Causerie, la chaîne YouTube qui fait causer. Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour Christophe Bordet. Merci de nous accorder cette causerie. Et merci de m'inviter. De rien, on vous a convié dans un pub. On a de la chance parce qu'il ferme qu'à 21h. C'est donc, ça, mais vous savez que les Allemands n'avaient pas osé mettre le couvre-feu à 21h. Ouais. Nous on l'a fait. C'est formidable. Voilà, Macron l'a fait. Absolument. Votre chouchou. C'est un peu mon chouchou, mais je pense qu'on est des millions maintenant à avoir une affection toute particulière pour ce monsieur qui parle de son peuple. Ouais. Et je pense qu'il y a un côté peuple serviable qui est assez appréciable. Alors si vous êtes avec nous, effectivement, c'est parce que vous sortez ce livre, qui est un livre assez intéressant parce qu'effectivement, il y a un rapport permanent entre ce que l'on vit aujourd'hui et l'histoire de notre pays. Alors ce livre, je vous le présente, Populophobie, voilà, Guillaume Bigot. Populophobie, j'ai envie de vous dire d'abord, ça signifie quoi? C'est quoi la définition pour vous de populophobie? Ça prend le contre-pied d'un terme qui est pour le coup totalement dans le débat, qui est le populisme. Le célèbre populisme. Le populisme, c'est l'idée suivant laquelle, depuis 10-15 ans, mais maintenant avec une traduction politique, élection de Donald Trump, victoire du Brexit, et d'ailleurs montée des partis dits populistes, on aurait la manifestation d'une agressivité, d'une défiance et d'un rejet des classes populaires à l'endroit des élites. Voilà, on part du point de départ, c'est le populisme. Or, l'hypothèse de base du livre, c'est que le populisme, je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis qu'il répond à une populophobie, laquelle n'est pas formulée. Et cette populophobie, c'est un mépris à minima, c'est une détestation. Maintenant, oui, que le conflit est ouvert d'une certaine façon, mais c'est surtout un fantasme, une folie qui a été mise en œuvre de manière politique et économique, c'est-à-dire pour la classe dirigeante, de se délester finalement non seulement de la population, des populations, se délester même de la notion de devoir, c'est-à-dire de vouloir avoir des droits, des privilèges. Et j'insiste beaucoup sur cette notion, non pas d'élite, parce qu'élite c'est un terme valorisant. L'élite, ça veut dire que ce sont les meilleurs. Je pense qu'on a affaire à des classes dirigeantes précisément, et pas à des élites. Des VRP, vous dites même dans le livre à un moment. Absolument, et je crois qu'il y a cette idée suivant laquelle leur système de valeurs, leur système de référence, parce que toute classe dirigeante a un système de valeurs. Aujourd'hui, nos dirigeants ne sont pas sans valeur, mais leur valeur, c'est le bon plaisir individuel. C'est l'horizon indépassable, comme on disait du communisme. Alors justement. Et donc ils n'ont pas de devoir, vous voyez, parce qu'en fait ils gouvernent pour eux-mêmes. Et s'ils gouvernent pour eux-mêmes, évidemment, ils ne peuvent pas avoir de compte à rendre ou d'idée de devoir. Dès l'introduction du livre, vous évoquez la déconnexion justement entre la classe dirigeante qui veut prospérer, comme vous le dites, pour elle-même. C'est la prospérité pour elle-même mais sans frontières. Contre les peuples, quelque part, c'est un peu ce que... Sans les peuples, plutôt. Enfin, sans les peuples, maintenant, contre, parce qu'il y a une réaction. Mais... Ou qui entraîne la colère des peuples. Voilà. Et donc, ça crée une animosité. C'est la dénonciation, en fait, de la globalisation, quelque part aussi, et des élites qui en profitent, alors que le peuple, lui, il rame. Parce que c'est ça, en réalité, quelque part. Le peuple rame pendant qu'on a des dirigeants qui, eux, ne croient qu'en une seule chose, c'est la mondialisation, le bon plaisir la globalisation, etc. etc. Et comment vous expliquez qu'on soit tombé dans ce travers-là? Il faut peut-être pour le comprendre remonter à milieu des années 70, vous savez, ces fameuses crises pétrolières. Là, en 1975, la Trilatérale, qui est une organisation internationale, va demander à 3 sociologues, un français, un américain, un japonais, de réfléchir à la notion d'ingouvernabilité. Parce que la situation que créent les chocs pétroliers et la crise économique dans laquelle on s'enfonce en ces années-là rend des sociétés démocratiques ingouvernables. Il s'agit de M. Crozier, de M. Huntington, qui fera parler de lui ensuite, et d'un certain japonais un peu oublié qui s'appelle Watanuki. Et qu'est-ce qu'ils vont inventer? Ils vont inventer la notion de néolibéralisme, qui est à ne pas confondre avec l'ultralibéralisme ou le libéralisme, c'est-à-dire l'idée que le marché doit tout dominer, l'économie de marché, tout doit être marchandisé avec une offre, une demande et un prix. Ça, c'est l'ultralibéralisme.
mais c'est une autre idée, c'est le néolibéralisme. De quoi s'agit-il? L'idée, c'est de confier les décisions impopulaires à d'autres instances que des instances élues et démocratiques. Et c'est là où on commence à renforcer les ONG, on commence à renforcer les organisations internationales. On va le faire de manière infra-étatique, en inventant dans les années 80-90 des autorités indépendantes, distinctes de l'État. L'Observatoire de la laïcité, vous voyez, c'est des gens qui ne sont pas élus, ils sont nommés. Bien évidemment, l'Union européenne, qui ne s'appelle pas encore Union européenne, qui va devenir un accélérateur formidable. La Commission Exactement. européenne. Et il va y avoir... Personne n'est élu à la Commission Personne européenne. n'est élu. Et il va y avoir une dépossession progressive du pouvoir des élus. Et si on s'intéresse aujourd'hui à l'actualité qui nous frappe de manière extrêmement violente avec la décapitation du pauvre Samuel Paty, on peut se dire que finalement, on oppose à la lutte et à la brutalité qui serait nécessaire pour éradiquer ce fléau qu'est l'islamisme, la notion d'état de droit. Juste arrêter un instant sur l'état de droit. L'état de droit, c'est l'illustration parfaite de ce propos. C'est-à-dire que l'état de droit, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que vous ne pouvez pas, le peuple, à travers ses élus, à travers ses représentants, ne peut pas prendre des décisions qui vont aller contre ce carcan. Et ce carcan, il est formé de la jurisprudence des juges, qui ne sont pas élus. Ce carcan, il est formé des traités qui ont été signés. Ce carcan, il est formé de tas de règles qui vont corseter finalement tous les élus. Le Brexit est une illustration parfaite. Le peuple britannique a dit stop, on arrête. Regardez ce qui s'est passé, il a fallu plus de 4 ans et ils n'en sont même pas sortis. Pourquoi? Parce que la classe dirigeante a décidé de ne plus confier le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. La classe dirigeante, ça fait 40 ans et même plus qu'elle a finalement émietté le pouvoir, elle a éclaté le pouvoir, elle a morcelé le pouvoir, elle ne veut plus l'assumer elle-même, elle veut en jouir, elle veut être aux manettes, si vous voulez, et les avantages qui vont avec, mais elle ne veut plus décider. Voilà, elle a décidé de ne plus décider. Dans votre livre, il y a un chapitre très important, très puissant, sur le tiers sécessionniste. Alors, bon, là, on va tomber dans l'actualité qui nous occupe depuis maintenant pas mal de jours, bien évidemment. Les quartiers, les banlieues, l'islam, les attentats terroristes. On ne peut plus montrer de caricatures donc, dans les écoles sans avoir peur d'être décapité en pleine rue. Hein. Bon, voilà. Tout d'abord, beaucoup de quartiers font sécession, selon vous, aujourd'hui? En douce, comme ça c'est sous-jacent, c'est là C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser penser que c'est un phénomène qui est apparu comme ça instantanément, que c'est une génération spontanée en fait. C'est une lente glissade. Ça a pris 30 ou 40 ans. Moi-même j'ai grandi dans ces quartiers, donc j'en ai été témoin et je ne suis pas tout jeune. Donc il s'est passé que des mécanismes, des phénomènes qui au départ étaient totalement distincts, se sont synchronisés. Et qui a abouti en fait à ce que des portions un peu de l'iceberg se soient détachées. Quoi. Alors c'est quoi ces phénomènes? Alors, premièrement, vous avez l'importation de la culture du ghetto américaine. Un des vecteurs puissants c'est le rap, mais c'est pas le seul, bien sûr. C'est pas pour critiquer le rap, moi j'aime bien le rap, mais de fait, il y a cette idée que quand on grandit dans ce genre de quartier, on se dit la police ce sont des salauds, etc. Enfin, il y a vraiment le mythe du ghetto américain, le mythe du gang américain, et puis Scarface, ce phénomène Scarface, c'est-à-dire moi je suis un vrai bonhomme, baisse tes yeux, sinon je vais sortir une tronçonneuse et je vais te couper en deux. Donc il y a cette idée d'ultra brutalité qui est véhiculée par le cinéma américain et par la culture populaire américaine. Donc ça, les jeunes ont grandi dans cette idée-là. Premièrement, c'est le syndrome Scarface. Ensuite, bien sûr, il y a eu l'immigration, la concentration de l'immigration dans ces quartiers, mais surtout le fait qu'il y a eu un slogan dans les années 80-90, c'était la France aux Français, le fameux Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen répétait ça. Ça a été complètement manipulé dans tous les sens d'ailleurs. Je pense que c'était vraiment l'extrême droite traditionnelle pour le coup, et on peut vraiment parler d'extrême droite. D'aucuns disent aujourd'hui que c'était un prophète de ce qui arrive. Moi je ne suis pas sûr, je pense que dans ces années-là, ça jetait beaucoup d'huile sur le feu et ça a aggravé le problème. Et ça permettait à d'autres d'ailleurs de dire SOS racisme, regardez ça leur les Français permettait sont racistes. d'exister. Bien sûr. La folie de ce sujet de l'immigration, c'est de le considérer comme un sujet moral. En fait. C'est-à-dire de dire que c'est la question de l'immigration, c'est la question du bien et du mal. En fait, c'est pas du tout le bien et le mal, l'immigration. Donc si on est pro-migrant, voilà, on est bien. On est en camp du bien, sinon vous êtes dans le camp du mal. Bon, avec des analyses que je ne vais pas refaire, mais que tout le monde connaît maintenant, et à juste titre d'ailleurs, c'est le prolétaire de substitution, puisque
les gens dits de gauche ont complètement largué les amarres avec la classe populaire et la classe ouvrière, ont délocalisé les usines en Chine, et ensuite on dit mais qu'est-ce que c'est que ces salauds, ils votent pour l'extrême droite, c'est Dupont-la-Joie, et donc on va se refaire une virginité en adoptant d'une certaine façon un prolétaire de substitution qu'est l'immigré. Mais la folie de la question migratoire, c'est que si vous avez, nonobstant les origines qui ne sont pas neutres bien sûr, mais si vous avez une économie en pleine croissance, le plein emploi, c'est-à-dire le plein emploi des facteurs de production, c'est-à-dire que vous êtes au maximum de votre capacité productive, si vous faites venir des gens de l'extérieur, des migrants, même s'il y a une distance culturelle importante, même si l'islam n'est pas si simple à assimiler, etc., bah, ça peut quand même marcher, parce que vous allez augmenter votre puissance, votre richesse, et puis les gens vont trouver du boulot, etc. Là et s'intégrer, et mieux s'intégrer peut-être, d'ailleurs, que dans une situation différente. Et donc il faut 3 conditions pour que l'immigration fonctionne, c'est pas du tout une question morale. Il faut de la croissance économique, je viens de le dire, et donc des emplois. Si on n'a pas et que vous faites venir des immigrés, vous préparez les lendemains très douloureux. Numéro 2, il faut une natalité suffisante, des indigènes, parce que là aussi c'est un phénomène qui est totalement nié, et on est en plein dans la ghettoisation. Qui va assimiler ? Ce ne sont jamais les adultes qui assimilent, ce sont les enfants. Il faut que pour qu'une immigration fonctionne, il faut qu'il y ait une minorité d'immigrés, une majorité d'enfants indigènes, et les enfants indigènes vont transformer les enfants immigrés en des indigènes à leur tour. Parce que ce qui est complètement perdu de vue, c'est qu'immigrer, c'est pas changer seulement de lieu, c'est pas changer de géographie, c'est changer d'histoire. Et donc vous ne venez pas dans un pays comme vous allez chez McDo comme vous êtes. C'est le slogan de McDonald's, venez comme vous êtes. C'est de la folie, bien évidemment. Donc, deuxièmement, vous devez avoir une natalité forte. C'était à peu près le cas en France, jusqu'à ce que le président Hollande décide de casser la machine à maintenir notre natalité. C'était un des seuls trucs qui fonctionnait encore. Et troisièmement, c'est un point très important, il faut une confiance en soi en tant que nation, il faut une fierté nationale très importante. C'est la condition sine qua non pour que l'assimilation fonctionne. Vous n'allez pas vous assimiler à un peuple qui dit bah, écoutez, nous sommes des criminels contre l'humanité, dixit Macron à Alger, nous sommes des tortionnaires. En fait, il y a bien évidemment des zones d'ombre dans l'histoire de France. Mais si les Français ont une caractéristique au XXe siècle, c'est de n'avoir pas mis directement, en tant que peuple, les mains, j'allais dire, dans le crime contre l'humanité. Les Allemands l'ont fait, les Japonais l'ont fait, même les Américains l'ont fait avec les bombardements nucléaires. La Chine, qui est un grand pays, a connu une révolution culturelle absolument atroce. Les Français ont effectivement collaboré, mais quand on dit les Français ont collaboré, il faut bien comprendre ce que ça signifie d'un point de vue politique. À aucun moment le peuple français n'a voté pour un pouvoir favorable à la collaboration. À aucun moment. Donc c'est encore une légende. La légende peut-être était que tous les Français étaient résistants. Ça, c'était la légende gaulienne. Mais il y a une autre légende qui est que tous les Français ont collaboré. C'est totalement contraire aux faits historiques. Ce qui est vrai, c'est que la classe dirigeante s'est vautrée dans la collaboration. Les conseillers d'État sont vautrés dans la collaboration. La haute fonction publique, les journalistes, les juges, comme par hasard, tous ceux qui nous cassent les noisettes, si vous me passez l'expression, avec ces histoires aujourd'hui. Comme s'ils rejouaient en permanence la culpabilité de l'occupation. Une chose que je trouve assez évidente. Enfin, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est par exemple la 3e génération d'enfants d'immigrés qui ne se sent pas français. Voilà. Cela étant dit, quand on est cette 3e génération, par exemple, d'enfants immigrés, aller dire à ces enfants que votre histoire c'est Napoléon, c'est impossible à comprendre. Non, pas du Pour tout. eux, c'est impossible à comprendre. Pas du tout. C'est comme si moi, on me disait ton histoire, c'est l'ancien dictateur de je ne sais quel pays d'Afrique. C'est pas mon histoire. Non, mais parce que ce que vous négligez, Christophe, c'est que l'histoire, c'est un passé, mais c'est un passé qui est présent et qui a vocation à se projeter sur l'avenir. Et je vous remercie d'avoir fait cette remarque, elle est très importante. À partir du moment où la nation française ne peut plus projeter son destin sur l'avenir, où ce n'est plus la légende de l'histoire de France qui continue dans l'avenir, évidemment, vous ne pouvez pas demander à un immigré d'adhérer à quoi ? Alors, à la souveraineté européenne, à l'idée que la France serait trop petite. On a parlé des crimes qui sont recélébrés en permanence dans nos manuels scolaires. Ça, c'est un point qui n'est pas négligeable, encore une fois, parce que quand vous remuez... Ça a existé. Mais il ne s'agit pas de les nier. Personne ne veut les nier. Personne ne veut les nier. On veut juste qu'il y ait d'abord une présentation équilibrée, et ensuite qu'il y ait cette idée de pouvoir transmettre l'amour de la patrie.
et que ça ne soit pas une notion d'extrême droite que d'aimer sa patrie, d'aimer son pays. Parce que lorsque vous êtes un enfant d'immigration, même de 2e ou 3e génération, l'expérience que vous avez, c'est qu'en France, vous pouvez ne pas être considéré comme un Français, mais quand vous retournez dans votre famille au bled pendant l'été, vous êtes aussi considéré comme un Français, donc vous n'êtes pas considéré comme un local. Donc finalement, qu'est-ce que vous êtes? Vous avez le cul entre deux chaises. Donc l'immigration, on ne comprend pas à quel point c'est un deuil, à quel point c'est douloureux. Lorsque vous quittez quelque chose, c'est un coup, il faut embrasser quelque chose. Et puis, pardon, Christophe Millat, cette formule très éclairante de Jaurès, qui dit « la patrie est le bien de ceux qui n'ont rien ». La patrie est le bien de ceux qui n'ont rien. Plus vous êtes bas dans l'échelle sociale, et plus je dirais la fierté nationale, la fierté collective, si vous ne pesez pas en tant qu'individu, le fait de vous sentir d'une certaine façon étayé et de vous sentir appartenir à un groupe qui vous apporte une fierté est vital. Et donc, on connaît le zèle des nouveaux convertis, c'est un phénomène classique en sociologie. Les immigrés, les enfants d'immigration ont plus besoin que n'importe qui d'autre de se sentir fiers d'être français. Or, les Français eux-mêmes ne se sentent plus fiers d'être français. Ça ne peut évidemment pas fonctionner. Merci beaucoup Guillaume Bigot d'être venu causer avec nous dans cette magnifique chaîne La Causerie. Je rappelle votre livre, hein, Guillaume Bigot, voilà, Populophobie, c'est chez Plon, il faut aller l'acheter, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir participé à La Causerie. Bonne lecture pour le couvre-feu. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.